Nous sommes au cœur des Pyrénées. Une expédition internationale s'apprête à percer les secrets de cette grotte et de ses derniers occupants de la fin de l'ère glaciaire. Tous participent à une expérience inédite. Fascinés, ils s'arrêtent devant les peintures pariétales réalisées par nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs. Le sol recèle d'autres richesses, moins en vue, mais tout aussi intéressantes. Des empreintes de pieds nus aux talons et aux orteils bien dessinés. Qui fréquentait cette grotte et dans quel but? Pour le savoir, deux archéologues allemands ont eu une idée originale. En étudiant l'art rupestre dans les grottes, on s'est aperçu qu'on n'avait pas accordé assez d'importance aux empreintes laissées à proximité. On s'est demandé comment les interpréter et très vite on a pensé à solliciter des chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui. C'était une évidence. Il fallait s'adresser aux meilleurs pisteurs du monde, en Namibie, et leur demander de nous aider à comprendre ces empreintes. Pour la première fois, des préhistoriens œuvrent main dans la main avec les derniers dépositaires d'un savoir-faire ancestral. À partir de ces empreintes, malgré les barrières culturelles, ils vont mener ensemble un travail d'analyse digne d'une équipe de criminologues avec des résultats inattendus. Tilman Lensenertz est directeur de la recherche sur l'art rupestre africain à l'Institut d'archéologie préhistorique de l'Université de Cologne. Au fil de ses expéditions sur le terrain, il a tissé des liens avec les pisteurs d'Afrique australe. Et voici l'homme avec qui il a conçu ce projet de recherche ambitieux après plusieurs années de coopération. Andreas Pastors travaille pour le musée de Néandertal à Mettmann, près de Düsseldorf. Archéologue et auteur de nombreuses fouilles dans les Pyrénées, il s'interroge depuis longtemps sur le rôle des grottes dans le quotidien de nos ancêtres européens. Les deux spécialistes espèrent obtenir sur ces empreintes des informations supplémentaires, peut-être à contre-courant des thèses admises. C'est très bon ça. C'est la meilleure séquence. Robert Bégoin fait lui aussi partie de l'aventure. Cet homme clairvoyant, à l'autorité naturelle, est le conservateur d'un patrimoine souterrain précieux qui appartient à sa famille. Les principes très tôt mis en œuvre par son père pour la préservation des grottes sont aujourd'hui largement appliqués ailleurs dans le monde. Spécialiste mondialement reconnu de l'art pariétal et du paléolithique, Jean Clotte a aujourd'hui plus de 80 ans. Avec une curiosité insatiable, il continue d'explorer les mystères du monde souterrain. Il a contribué à faire connaître les peintures rupestres au grand public grâce à de nombreuses publications.
with straight wood, and this one is marked with fine arrow. L'anthropologue américaine Megan Biesele vient compléter l'équipe. À la tête du Kalahari People's Fund, elle recueille et archive depuis plus de 40 ans la parole des derniers chasseurs-cueilleurs au monde, mémoire collective d'une culture pratiquement disparue. Enfin, voici les experts sur lesquels reposent tous les espoirs. Tsamkwao Sige, Kwikunta et Kwitao, 3 maîtres dans l'art d'exploiter le moindre indice laissé sur le sol par un animal sauvage pour en déduire de nombreuses informations à son sujet. Comme tous les membres du peuple San, ou Boshiman, ils parlent une langue incorporant des clics et comptant de nombreux dialectes. Que vont-ils découvrir dans les empreintes de pas de nos ancêtres européens? Il est encore trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, les San sont tout désignés pour cette mission. Rien n'échappe à leur sens de l'observation aiguisée. Dans la savane, c'est souvent une question de vie ou de mort. Créé en 2009, le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises se trouve dans le nord de la chaîne montagneuse. Au cœur de ce paysage idyllique, voici la petite commune de Montesquieu-Avantès. C'est ici que se dresse le château de Pujol, fief des comtes béguins depuis des générations. Robert Béguin met la main aux derniers préparatifs pour l'arrivée des pisteurs namibiens. Pujol sera le camp de base de l'expédition pendant les 2 semaines et demie à venir. Le propriétaire des lieux et conservateur du patrimoine familial est très attaché à la région. Son père, Henri Béguin, ne lui a pas seulement légué des terres agricoles. Dans leur sous-sol se cachent les cavernes du Volpe, qui renferment de riches vestiges datant du Magdalénien, c'est-à-dire de la fin de la dernière période glaciaire. Depuis leur découverte, ces grottes comptent parmi les sites archéologiques les plus importants des Pyrénées. La civilisation des chasseurs-cueilleurs a duré près d'1 million d'années en Europe. Mais c'est seulement à la fin du Paléolithique que s'est manifestée leur fibre artistique. Les membres du clan Béguin n'ont pas découvert ces grottes par hasard, et ils en ont immédiatement saisi l'importance. Henri Béguin et Émile Carteillac, préhistoriens de renom et amis de la famille, ont transmis à la génération suivante leur passion pour les balbutiements de la culture européenne.
Ce panneau montre le développement souterrain des 3 cavernes que le ruisseau le Volpe a creusées dans d'autres époques. Ces cavernes traversent une colline sur à peu près 1 kilomètre de long. Et ces 3 grottes ont été occupées au Paléolithique, surtout par les Magdaléniens, il y a environ 17 000 ans. Des règles strictes ont rapidement été instaurées. Seuls les visiteurs au service de la science sont autorisés à accéder au site. Trop de grottes ornées ont été irrémédiablement abîmées par le passage des touristes. Celles du Volpe sont encore en grande partie dans le même état qu'au Paléolithique. Dès la découverte mes 2 oncles et mon père, dès la découverte, le 10 octobre 1912, quand ils découvrent les galeries supérieures du Tuc de Doubert, ils aperçoivent tout de suite, d'abord, les traces d'ours. Et en même temps, ils voient par-dessus des traces de talons et d'empreintes de pieds humains. Vu le contexte archéologique, déjà ils soupçonnent que c'est magdalénien. Et donc ils font déjà très attention. C'est un véritable miracle de conservation. Tous les sols sont restés absolument intacts. Et puis il y a cette salle des talons, très très mystérieuse, puisque là, les Magdaléniens n'ont marché que sur leurs talons. Nous n'avons pas pu percer ce mystère. Bien, nous espérons vraiment que nos amis San sauront voir des choses que nous n'avons pas su voir nous-mêmes. Parce que le problème, c'est justement, c'est de savoir voir. Les San pourront-ils appliquer leurs connaissances à des vestiges datant de la préhistoire ? Dans un premier temps, ils se familiarisent avec les montagnes pyrénéennes. Quand on demande aux San comment ils envisagent leur contribution à la science, leur réponse est prudente. Les empreintes humaines que l'on trouve dans les grottes sont très anciennes. Ça risque de nous compliquer la tâche. En Namibie, on choisit des traces qui valent la peine d'être suivies. On laisse de côté celles qui nous paraissent trop vieilles et peu prometteuses pour en chercher d'autres, plus récentes. L'Ariège est aussi une rivière qui prend sa source dans un col des Pyrénées. Au fil des millénaires, l'eau et le vent ont creusé et façonné ces falaises calcaires. Des grottes ont ainsi vu le jour. Nos ancêtres de l'ère glaciaire les fréquentaient régulièrement. Certaines servaient uniquement de lieu de culte. D'autres permettaient de s'abriter ponctuellement ou d'accomplir diverses tâches. C'est une aubaine pour l'archéologie, car on retrouve dans ces cavités rocheuses de nombreux vestiges qui, à l'extérieur, auraient disparu dans les strates du sol. Dans le sud-ouest de l'Europe et ce qu'on appelle la zone franco-cantabrique, c'est-à-dire entre le sud-ouest de la France et le nord-ouest de l'Espagne, on recense en tout 350 grottes, dans lesquelles des peintures rupestres ont été préservées.
Parmi elles, une dizaine présentent aussi des empreintes de pieds datant de la fin de la dernière glaciation. Dans cette petite poignée de grottes, les salles comportant des empreintes sont bien conservées et se trouvent à l'écart des principaux réseaux de circulation. Les visiteurs des 100 dernières années n'ont donc pas trop piétiné ces traces. On va croiser différentes empreintes d'animaux. Elles sont répertoriées là-bas. Dans certaines grottes, il y aura des empreintes de blaireaux. Et ça, c'est un canard, avec des pattes palmées pour nager. Au parc de la préhistoire de Tarascon, Andreas Pastors présente la faune locale aux pisteurs en guise d'introduction. Aujourd'hui, ils vont entrer dans le vif du sujet. Il y a une quarantaine d'années, des archéologues ont découvert près d'ici des empreintes de pieds humains vieilles de plusieurs milliers d'années. La grotte n'est plus accessible, mais un moulage des empreintes dans un banc de sable artificiel est conservé au musée tout proche. Les 3 experts se mettent au travail. Après de longs conciliabules, la conclusion est inattendue, surtout pour Jean-Claude qui a été l'un des premiers scientifiques à étudier les empreintes. Initialement, on a pensé qu'il s'agissait d'empreintes laissées par plusieurs individus. Mais en fait, non. On le voit aux orteils. C'est la même personne qui va et qui vient, pas un groupe. Une seule pour les 3 séries? Oui, une seule personne. Comparez celle-ci et celle-là. Puis celle-ci et celle-là. Et enfin, regardez la dernière. On voit qu'il s'agit d'un seul individu, pas de plusieurs. Pour nous, la surprise a été de taille. Ça va à l'encontre des études effectuées sur ce site qui nous disent qu'il y avait là 3 adolescents. Même le profane distingue 3 séries d'empreintes et voit bien qu'il s'agit de 3 individus différents. Fort heureusement, Jean-Claude, qui a découvert ces traces autrefois, a compris d'où venait le problème. L'analyse qu'ont faite les 100 hier de ces traces du rhizoclastre, elle est faussée d'une certaine façon par le fait qu'il s'agit d'une reconstitution et non pas des traces elles-mêmes qu'il y a dans la grotte. Alors, à mon avis, ça change complètement la façon de voir. Eux, ils ont dit par exemple, il y a le même pied dans les 3 séries de traces. Donc ils disent, ben, c'est la même personne qui a fait 3 passages. Il y a une autre possibilité, c'est que lorsqu'on a fait ces traces, on s'est servi de moule qui a été répété chaque fois. Mais on voit très bien que l'expertise, hein, ils ont repéré tout de suite que c'était le même type de pied qu'on retrouvait. Jean-Claude propose de nous montrer des photos qu'il a prises des empreintes originales dans les années 1970. Ce sont de vieux clichés. Je les ai pris avec mon ami Robert Simonet à l'intérieur de la grotte. Ce sont les photos originales.
4, 5, 3. Vous distinguez combien d'individus dans cette partie, à partir des photos? The photos and the map, Et du relevé. because the map also is from the cave. On dirait que c'est un groupe qui marche dans une même direction. Leurs empreintes se chevauchent. Mais la photo ne permet pas de déterminer leur âge. Elle met trop de distance entre les traces et nous. On ne peut pas savoir. Yeah. Oui, avec ça. La vallée rocheuse de Vic de Sauce était un paradis pour les chasseurs-cueilleurs de la fin de l'ère glaciaire. Sa rivière grouillait de truites et de saumons. Les températures extrêmes poussaient les animaux à délaisser la montagne pour gagner les terres plus basses. Les hommes implantés ici se rendaient occasionnellement dans les grottes des alentours. Ils y ont laissé des peintures bien visibles, mais aussi des empreintes involontaires, souvent ignorées et endommagées par les visiteurs ultérieurs. L'équipe part à la découverte d'une nouvelle série d'empreintes, conservées cette fois sur leur site d'origine. Dans la grotte, il règne une température constante de 12 degrés. Mieux vaut donc bien se couvrir. Just a few observations. You see, this is a very big cave. Nous nous trouvons actuellement dans le porche de la grotte de Nio, qui est une des grandes grottes européennes, une des plus importantes pour l'art préhistorique et une des rares qui soit ouverte au public. La grotte elle-même fait plus de 2 km de long. Les Magdaléniens, il y a 16 000 ans à peu près, sont allés un peu partout dans la grotte. Ils ont laissé des empreintes de pieds, bien entendu, mais également des dessins et jusqu'au fond de la grotte. Ils sont allés partout. Jean-Claude conduit sans tarder ses compagnons dans une vaste rotonde d'une beauté surnaturelle. Le Salon Noir. Un bestiaire d'une grande virtuosité les attend. Picasso lui-même, bouleversé, aurait déclaré en découvrant les peintures rupestres « On n'a pas fait mieux depuis ». Les artistes de la préhistoire maîtrisaient déjà de nombreux effets, tels que l'illusion du mouvement et de la profondeur, ou encore l'agencement des images dans l'espace. Bison, and they are like buffaloes, wild buffaloes. They were big. They were like buffaloes. Malgré l'étendue de ses connaissances, Jean-Claude s'interroge toujours sur la signification de ses œuvres d'art. On ignore ce qui attirait les hommes dans ces profondeurs, s'ils y organisaient par exemple des cérémonies de chasse ou d'autres rituels. Une énigme qui autorise toutes les conjectures. L'expertise des SAN contribuera peut-être à dissiper le mystère. And here, look, this one was spin, kind of antelope, like a kudu. L'art, bon, on l'étudie en soi, c'est-à-dire les images, ce que ça représente, les techniques utilisées, datées de la période où ça a été fait. En ce qui concerne les empreintes, nous avons les traces vivantes de ce qu'ont fait les gens. Et par exemple, il y a des empreintes d'enfants. Donc on est sûr qu'il y avait des enfants qui allaient dans la grotte. Là, les dessins ne nous le disent pas, ça. Donc les empreintes, c'est le côté extrêmement vivant de la préhistoire. En effet, 1 ou 2 enfants se sont aventurés à l'intérieur de la grotte sur près d'1,5 km. Dans une galerie à l'écart, leurs pieds nus se sont enfoncés profondément dans l'argile du sol. Voilà bien longtemps que l'endroit n'a pas accueilli de visiteurs. Yannick a été le dernier, ici. Il y a quelques années, disons, il y a quelques années.
Moi, il y a longtemps. Moi, il y a moins de 10 ou 12 ans que je suis pas venu ici. Et vous voyez, le temps passe pour nous, mais les empreintes, c'est toujours les mêmes. Et après, moi je serai là-bas et puis il me verra quand il veut, mais je ferais bien que je... C'est quelqu'un qui me passe. Ik met, je met 2, of ik met 2, en net 2 mensen in het. En dan, je 2. Les empreintes sont à la hauteur de Yannick. Il ne faut pas que la lampe passe par-dessus le muret. Une fois de plus, le verdict des San jette un éclairage nouveau sur ces vestiges du passé. Nous avons bien regardé ces empreintes et nous pensons que ce sont des copies, comme les précédentes, celles qui avaient été reproduites artificiellement. On a compté 7 pieds droits et 11 pieds gauches. En d'autres termes, ce n'est pas cohérent. Personne n'a pu marcher à cet endroit-là. Selon nous, ce sont des faux. Ils confirment l'ancienneté des empreintes, mais doutent de leur authenticité. Maintenant, il faut résoudre ce mystère. Ma question était, et leur question est-ce que la configuration des lieux a toujours été la même? Je me pose la même question, parce qu'on ne tient pas debout ici. Ils sont vraiment troublés par ces pieds gauches en surnombre. C'était compliqué. On a longuement discuté parce qu'on voulait arriver à une interprétation commune. Mais au vu de la taille des empreintes, elles correspondent à un enfant très grand. Aucun de nous ne comprend leur présence dans un espace aussi bas de plafond. L'individu devait être très petit pour se tenir debout. Autrement, il n'aurait pas pu marcher là, et encore moins danser. C'est au tour des scientifiques de chercher une explication. Avec l'aide de Megan Biseleux, qui maîtrise la langue des San, le petit groupe cogite. Comment une jeune fille de 12 ans aurait-elle pu se tenir debout à cet endroit? Sa tête aurait heurté le plafond. Comment est-ce possible? Pour commencer, il faut dire que la recherche occidentale n'a jamais trouvé d'explication définitive concernant ces empreintes. Les études parlent d'un ou deux individus, peut-être âgés d'une douzaine d'années. Mais comme vous, personne ne comprend comment ils pouvaient se tenir debout à cet endroit. Au vu du cadre et des peintures rupestres, on a pensé à une danse rituelle. Vous nous avez fourni des éléments précis. Il s'agit d'une seule personne, elle ne pouvait pas se tenir debout, et l'agencement des empreintes n'est pas réaliste. Et vous avez suggéré une nouvelle hypothèse, une falsification. C'est une possibilité, mais il faut peut-être tenir compte aussi des processus géologiques.
L'emplacement actuel des empreintes n'est pas forcément celui d'origine. Ils ont soulevé une autre hypothèse, formulée par Cui. Les empreintes auraient pu être laissées plus récemment. Par conséquent, ils demandent si une datation au carbone a été réalisée. Vous êtes peut-être au courant. On ne peut pas dater les empreintes. En archéologie, on peut simplement estimer leur âge en étudiant les autres vestiges retrouvés dans la même grotte. On constate la présence de peintures, de bois calcinés, d'ossements et d'empreintes. On analyse cet ensemble d'éléments, ce qui nous donne une image globale. L'âge du bois peut être évalué grâce au carbone 14, par exemple, et les peintures représentent des espèces animales dont certaines ont disparu depuis plusieurs millénaires. Puisque les peintures, les ossements et le bois sont très anciens, on en conclut que les empreintes datent de la même époque. Mais ce n'est qu'une hypothèse, on n'a aucune preuve. C'est bien normal. Quand on collabore avec une équipe qu'on ne connaît pas, il faut un peu de temps pour comprendre sa façon de procéder. Ce sont des chercheurs qui travaillent pour la science, à partir d'études théoriques sur le passé. Nous utilisons nos mains. Il nous a fallu un petit moment pour expliquer nos méthodes respectives. L'échange a été très fructueux. Depuis cet épisode à la grotte de Myo, on comprend mieux quels peuvent être les rapports de l'archéologie et du savoir des pisteurs, qui est une forme de science populaire. Les deux approches se recoupent parfois et s'enrichissent mutuellement. Cette aventure commune a commencé bien loin, à plus de 7000 km des Pyrénées. Un paysage désertique creusé par l'érosion, des variations extrêmes de température entre le jour et la nuit. Voici le territoire des San, les plus anciens habitants de l'Afrique australe. Depuis des milliers d'années, ces chasseurs-cueilleurs suivent les animaux à la trace et savent où trouver des racines comestibles ou des fruits. Lire le sol leur permet de connaître au plus près l'itinéraire des animaux de la région. Peu de peuples ont su s'adapter aussi admirablement à un environnement aride. Sans cette faculté, cette petite minorité ethnique en marge de la société namibienne n'aurait pas pu survivre. Les récits traditionnels des San parlent de la découverte du feu, évoquent leur lignage très ancien et relatent la vie de leurs ancêtres. Un temps où les hommes étaient encore des animaux et les animaux des hommes, mêlés dans une communion inextricable. Aujourd'hui,
leurs traditions et leurs savoirs, qui se transmettent oralement, risquent de se perdre. C'est toute une culture qui menace de disparaître, trop en décalage avec le monde moderne. Pour Tilman Lensenertz et Andreas Pastors, cette première étape sur le terrain en Namibie est une composante essentielle de l'expérience. Aujourd'hui, leur destination est un site du nord du Kalahari, sur le territoire des pisteurs. Ils espèrent mieux comprendre les méthodes et le mode de pensée de leurs hôtes en les observant au travail. C'est un kudu. Il allait dans quelle direction? Par là? Le kudu est parti par là et le ratel par là. Et lequel en premier? D'abord le ratel, puis le kudu. Il y a une carcasse d'éléphant un peu plus loin. C'est ce qui attire les bêtes. Elles se nourrissent de leurs os. Le kudu ronge les os d'éléphant? Et le ratel? C'est un animal très robuste. Une fois qu'il a planté ses crocs dans une proie, il ne lâche plus prise jusqu'à ce qu'elle meure. On peut le frapper avec une barre de fer, il ne cède jamais. À moins de viser le museau. C'est la seule façon d'en venir à bout. Il attaque aussi les hommes. Et quand il vous mord ici, il ne vous lâche pas. Le pistage repose sur un savoir écologique très poussé. Les San interprètent chaque empreinte à partir de leur connaissance de l'animal et de ses caractéristiques zoologiques. Leur environnement naturel n'a pas de secret pour eux. Ils n'ignorent rien du comportement animal. Pour nous, ce serait une avancée énorme de comprendre comment ils mobilisent leur science au moment où ils en ont besoin. C'est un Steenbok. Ça date de quand? D'hier après-midi. Comment vous le savez aussi précisément? Elle est récente, mais elle a déjà foncé. Elle ne peut pas être d'aujourd'hui. Il a laissé des empreintes ici, ici et là. À quelle allure il allait? Il marchait tranquillement. Il venait de là. Oui, et il est reparti dans cette direction. Vous savez ce qui l'attirait? Il se nourrit de feuilles fraîches. Regardez là-bas, vous voyez ces arbustes? Voilà ce qu'il mange. Si je comprends bien, vous pouvez déterminer que des traces ont 3 ou 4 heures ou une demi-journée. On ne peut pas donner une heure précise, mais on voit par exemple si elle date du matin, de l'après-midi ou de la nuit. Dans la petite localité de Tsumkwe, capitale administrative de la région,
on peut constater le grand écart que doivent réaliser les chasseurs-cueilleurs, tiraillés entre leur tradition et la nécessité de vivre avec leur temps. Les Joukwasi forment le groupe le plus structuré de l'ethnie San. Depuis l'indépendance de la Namibie, ils sont implantés pour partie sur leur territoire d'origine. Ils ont mis en place un projet pionnier d'administration des sols et des ressources naturelles, rassemblant tous les villages de la région. Je tiens à remercier les responsables de la zone de conservation de Nainai qui nous permettent de prendre la parole ici. Nous, scientifiques européens, connaissons bien l'art pariétal et la technologie, mais nous ne savons pas grand-chose des empreintes. Nous pouvons vous expliquer comment nous les mesurons, mais les San sont les seuls à pouvoir décrypter chacune des histoires qui sont imprimées dans le sol. C'est pourquoi nous sommes très contents que certains d'entre eux soient prêts à faire ce grand voyage pour nous accompagner en Europe. Non loin de Tsumkwe commence une vaste réserve de près de 4000 km², faiblement peuplée. L'élevage et l'agriculture n'ont guère leur place dans cette savane sèche. Les rares villages de la région sont éparpillés. Chaque déplacement des archéologues requiert plusieurs heures de route dans le sable du Kalahari. La région de Tsumkwe, où je travaille depuis de nombreuses années, est une zone à part en Afrique australe. C'est le seul endroit où les San, ces populations qui parlent des langues aklik, ont repris un certain contrôle sur leur propre territoire. Pour eux, c'était une première. Pendant très longtemps, ils ont été méprisés en raison de leur langue mystérieuse, mais aussi parce que ce ne sont pas des éleveurs et que les autres ethnies ne reconnaissent pas leur forme de gouvernement. C'est une erreur, bien sûr. Les San vivent en petits groupes de 30 à 50 individus, jamais plus. Ils n'ont pas seulement besoin de connaître leur environnement à la perfection. Ils doivent aussi savoir partager, arrondir les angles, se respecter les uns les autres et maintenir des relations pacifiques. La communauté du plus jeune des deux Kui est elle aussi fondée sur un principe d'égalité des droits. À la tête du village se trouve sa doyenne. Depuis la mort de ma mère, c'est moi la plus âgée. Tous les habitants du village sont réunis ici. J'ignore depuis quand notre communauté existe au juste. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. C'est une bonne chose que Kui fasse ce voyage en Europe. Il est encore jeune et je suis contente qu'il ait trouvé ce travail. J'espère qu'il sera à la hauteur et j'attendrai son retour avec les autres. Nous serons tous là quand il reviendra.
L'équipe rejoint à présent le camp de chasse de l'autre Koui. Comme la plupart des pisteurs, il met son talent au service des touristes occidentaux en quête de trophées. Une concession à la société de consommation. La Namibie autorise cette pratique. Mais dans le territoire des Joukoasi, la mise à mort des animaux est strictement encadrée et limitée à quelques têtes par an. Pour abattre un éléphant, les chasseurs doivent ainsi débourser plus de 20 000 euros. Plus de la moitié de cette somme est reversée aux organismes de conservation de la nature sur place. Les Européens qui viennent dans mon camp de chasse achètent à l'avance l'animal qui les intéresse. Je le piste pour eux. Ils me donnent un petit pourboire et je touche un salaire à la fin du mois. Depuis toujours, les Boshiman suivent leurs propres principes qui se transmettent oralement. Ils chassent à pied, à l'aide de pièges, de flèches empoisonnées et d'épieux. Les proies sont partagées entre tous les villageois. Quand on a de la chance, on croise un animal sur notre chemin et on le tue avec une flèche. Une flèche empoisonnée. Vous pouvez chasser n'importe quel animal avec un arc et des flèches? Même un éléphant? Non, c'est trop dangereux. Et la flèche ne peut pas traverser le cuir. Il y a différents poisons? On utilise un poison à base de vers de terre. On l'étale sur la pointe et on tire. Il faut que le poison reste dans l'organisme assez longtemps pour parvenir jusqu'aux globules et aux muscles et affaiblir l'animal. C'est le même poison pour toutes les espèces, pas besoin de changer? Non, un seul poison. On peut tuer une antilope aussi bien qu'un oiseau. Ou une girafe. Une flèche suffit. Une seule flèche bien ciblée pour une girafe? Oui, il suffit de viser le cœur. Elle n'y survit pas. Ça demande beaucoup de force, mais elle peut aller jusqu'au cœur. C'est un peuple qui se préoccupe beaucoup de son patrimoine. Le territoire des San a été réduit à la portion congrue. Ils sont obligés de trouver des façons plus efficaces de se nourrir. Les jeunes sont très loin de la représentation stéréotypée des San, qu'on imagine encore chasser à pied, vêtus de peau de bête, comme ils l'ont fait pendant des millénaires. Wearing skins, which they did for many thousands of years. Ici, vous verrez des gens habillés à l'occidental, qui possèdent pourtant les mêmes connaissances que leurs ancêtres. Le petit groupe a maintenant passé près de 2 semaines dans la savane namibienne. Pour tous, il s'agit aussi d'un processus d'apprentissage passionnant dont l'issue n'était pas garantie au départ. Car comment communiquer et tisser les liens de confiance nécessaires? Au final, tout se passe mieux que prévu. Sam Kwao, le Benjamin, révèle des talents innés d'interprète et de médiateur. Grâce à lui, les échanges sont de plus en plus faciles. Une routine bien rodée s'est instaurée pour les tâches du quotidien.
Au fil des déplacements, les archéologues se familiarisent avec le modus operandi de leurs compagnons. Un paysage spectaculaire les attend aujourd'hui. La vallée aride de Tweefelfontein, dans le nord-ouest de la Namibie. Ici, les chasseurs-cueilleurs ont immortalisé sur des parois de grès leur mode de vie, leur vision du monde et leurs proies les plus précieuses. Les plus anciennes représentations ont 5000 ans et sont donc bien antérieures à l'arrivée des premiers Européens sur le continent africain. Dessinés à côté des animaux, on distingue également leurs empreintes caractéristiques. Sabots, pattes ou griffes. Il y a aussi des springboks. Les pisteurs déchiffrent avec enthousiasme ce traité d'histoire naturelle laissé par leurs ancêtres. Il y a une empreinte de girafe sous celle de l'éléphant. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Les dessins d'empreintes ou d'animaux? Les empreintes sont plus importantes, parce qu'elles permettent de trouver l'animal, et pas l'inverse. Elles passent avant tout. Cette excursion en pleine nature n'est pas terminée. Le point de départ des pisteurs est généralement une cuvette qui se remplit d'eau lorsqu'il pleut et attire toute la faune à des kilomètres à la ronde. À présent, le sol est asséché et recouvert d'une croûte de sel. Les chasseurs passent en revue les empreintes parfaitement identifiables laissées dans la boue ou la poussière par les animaux. Et si des animaux arrivent pendant qu'on est là? Ce n'est pas impossible. Mais on a des empreintes à étudier. On ne va déranger aucune espèce, c'est sûr. Non, je ne crois pas. Pour la première fois depuis leur arrivée, les archéologues délimitent un secteur de fouilles comme ils le feront plus tard en France. 3 mètres environ, mais ce n'est pas au mètre près. Ce n'est qu'une zone test. On trace un angle droit. Voilà, ça devrait aller. Plus ou moins. Cet axe est orienté nord-sud. Ça fait 5 mètres en tout. On n'essaie pas de devenir des pisteurs, on en serait bien incapable. Mais on voudrait comprendre votre façon de procéder. Nos enfants vont à l'école et apprennent à lire des lettres et des livres. Vous apprenez à lire les empreintes. C'est la même chose. Vous voyez un signe
Et vous savez qu'il renvoie à quelque chose de plus vaste, que ce n'est pas seulement une trace sur le sol. Vous visualisez l'animal, sa vitesse, sa carrure et son sexe. Lire un livre ou un journal et lire des empreintes ici, dans la nature, ça revient au même. C'est juste une différence de culture. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous arrivez sur un site et vous découvrez ces empreintes. On voudrait vous observer pendant que vous lisez le journal et comprendre ce que vous faites. Si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans les environs, comment vous vous y prenez? On va commencer par cette empreinte. C'est un gnou. Voilà ses pattes avant et ses pattes arrière. Pourquoi le gnou et pas les autres empreintes? Celles qui ont plus de 2 jours ne nous intéressent pas. Celles-ci ont l'air très récentes, elles sont toutes fraîches. On va donc pouvoir les suivre et trouver rapidement l'animal. Et ici, par où vous commenceriez? Par l'antilope rouane, pour la même raison. Au jugé, elle a dû venir boire vers 6 heures du matin. Attendez, je note une antilope à 6 heures du matin. Oui, le gnou la nuit dernière. Le gnou, c'est l'autre là-bas. Et le koudou avant-hier. Remontrez-moi le koudou. En résumé, on pense qu'ils sont allés s'abreuver. Ensuite, ils sont revenus ici pour lécher le sel. Puis ils ont quitté la cuvette et repris leur route. Au départ, on a eu un peu de mal à se comprendre parce qu'ils se concentraient sur les empreintes utiles et intéressantes de leur point de vue de chasseurs, c'est-à-dire les plus fraîches. Il y avait toutes sortes d'autres traces autour auxquelles ils n'ont prêté aucune attention. Du premier coup d'œil, ils ont su qu'elles dataient de plusieurs jours ou semaines et les ont ignorées. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un premier essai ici, en Namibie. Il s'agit de trouver un langage commun pour savoir quelles questions leur poser. Quand on sera en France, avec des fragments vieux de 17 000 ans à étudier, il ne faudrait pas qu'ils nous disent que ces empreintes ne les intéressent pas, parce qu'elles ne peuvent pas servir à la chasse ou n'appartiennent à personne du village. Quand vous suivez un animal, il se peut qu'il rejoigne son troupeau. Dans ce cas, vous vous retrouvez face à un grand nombre d'empreintes de koudou, par exemple. Comment vous faites pour reconnaître celui qui vous intéresse? Pour un profane, toutes les empreintes se ressemblent, mais pas pour nous. Les empreintes de l'autre cuit, par exemple, sont différentes des miennes. Si on voulait nous pister, on pourrait les distinguer. Vous pouvez nous expliquer la différence, par exemple, avec celle-ci? C'est un bon exemple. Voici une empreinte d'antilope rouane, et là, une autre. Elles ne sont pas identiques. Ici, l'avant est pointu, tandis que là, il est arrondi. Voilà comment on reconnaît l'animal qu'on suit. On va partir très loin. Mais ce n'est pas seulement un voyage d'Afrique en Europe, c'est aussi un voyage dans le temps. Je veux dire qu'une fois arrivé, on va aussi remonter très loin dans le passé. En règle générale, il n'est pas facile de trouver des objets vraiment anciens qui ont plusieurs milliers d'années. C'est même rare. Mais il y a quelque chose de très vieux ici sur le territoire des Jukwasi. Ce sont les baobabs. Ils sont extrêmement anciens, plus vieux que tous nos souvenirs.
much older than any one of us can think back. Jusqu'où remonte la mémoire collective des pisteurs? Une question complexe, posée au bon endroit. Cet arbre géant a eu une longue vie. Les San affirment que leurs arrière-arrière-grands-pères étanchaient déjà leur soif avec son écorce et ses fruits. S'il avait eu des yeux pour regarder autour de lui, est-ce que cet arbre aurait vu son environnement changer? Je ne crois pas qu'un arbre puisse avoir des yeux. Pour autant que je sache, d'après ce que m'ont expliqué mes grands-parents, il y a longtemps, les arbres n'ont pas d'yeux. Ça ne me paraît pas possible. C'est aussi très éclairant pour nous qu'ils prennent ce qu'on dit au pied de la lettre. Il arrive qu'on parle à demi-mot ou de façon métaphorique, en des termes qui peuvent prêter à confusion et être pris littéralement. C'est ce qui nous est arrivé ici. Ils ont compris notre question au premier degré. Und das tun die auch. Das, was man hört, nimmt man für bare Münze und so, wie es gesagt worden ist. Cette immersion dans le quotidien des derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique touche à sa fin. Tous les soirs, les archéologues archivent les documents visuels et sonores qu'ils ont recueillis. Plus tard, ils feront traduire les enregistrements pour les exploiter. Mais il reste une étape décisive avant le départ pour la France. Préparer 3 habitants d'une savane plate à descendre sous terre. Qui sait? L'univers des grottes leur paraît peut-être menaçant et en proie à des puissances d'un autre monde, comme c'est le cas dans certaines ethnies traditionnelles. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, il n'y a aucun danger. Où qu'on aille et quoi qu'on fasse, vous n'avez rien à craindre. On vous a accompagné dans le Kalahari, parfois en tremblant un peu, mais vous nous avez affirmé que tout irait bien et on vous a cru. Vous connaissez les lois du désert, avec vous, on n'avait aucun risque à se faire manger par un lion ou mordre par un serpent. Voilà le programme. Demain, on va aller à la grotte de Gaob, une grotte assez vaste, et on va descendre sous terre. Chacun portera une lampe et on va voir comment ça se passe. Spot on? Ja, bin ich gespannt. Then we can go. Und kein Tau. Ja, kalt, also mir war nicht so bewusst, dass die Kälte eine Rolle spielt. On va descendre avec un guide et on passera au maximum 2 heures en bas. Si vous vous sentez mal ou s'il y a le moindre problème, il faut le dire tout de suite. Here we go. Right.
fast show. Gaoub est la deuxième grotte de Namibie par la taille. La descente à 38 mètres de profondeur se fait par un éboulis aux arêtes tranchantes. Une épreuve d'endurance, et pas seulement pour les San qui découvrent là les joies de la spéléologie. L'atmosphère est moite et suffocante, la chaleur étouffante. Claustrophobes s'abstenir. Attention, ça glisse. Il y a de l'eau ici. La pierre filtre l'eau. Elle n'est pas contaminée. Non, c'est la nappe d'eau souterraine. Généralement, l'eau qui goutte crée des stalactites, des concrétions qui poussent vers le sol. Il y en a d'autres qui poussent vers le haut. Mais ici, elles sont horizontales. C'est un phénomène que la science n'explique pas. On parle de concrétion excentrique. Il ne faut pas les toucher, elles sont fragiles. C'était la première fois que j'avais autant de mal à respirer. Et pourtant, j'ai l'habitude de ramper dans les terriers des porcs-épics. C'était passionnant. L'obscurité est totale sous terre. Ce n'est pas comme de nuit. Il y a la lune et les étoiles, on y voit bien. Dans une grotte, il fait noir d'une autre façon. Ainsi s'achève la partie africaine de l'aventure. Retour dans le sud-ouest de la France. Les pisteurs du Kalahari découvrent la faune et la flore locale pleines de surprises. Deux expéditions sont encore au programme. La première va les conduire dans la grotte du Pêche-Merle. Un éboulement en a bouché l'entrée pendant des milliers d'années, préservant l'intérieur de toute dégradation. Quand cette partie de la grotte a été découverte en 1922, les hommes qui l'ont explorée ont compris en voyant ces empreintes de pieds qu'ils étaient les premiers à passer là depuis très longtemps. Ils ont reproduit ces traces, voici leurs croquis. Il faut le regarder dans ce sens-là. Après analyse, on a estimé que deux individus avaient marché là. Des années plus tard, quelqu'un d'autre a étudié ces empreintes et a conclu qu'il s'agissait d'une seule personne. On ne sait pas qui croire, mais vous pourrez peut-être nous donner votre interprétation. C'est une empreinte d'homme. Il a marché à cet endroit avant de partir dans cette direction. Vous avez une idée de son âge? À notre avis, 34 ou 35 ans. Ensuite, ces empreintes-là doivent être celles d'une jeune femme. Elle est partie par là. Je dirais qu'elle avait autour de 25 ans. Une troisième série a été laissée par un jeune garçon de 9 ou 10 ans. Combien d'empreintes pour cet enfant? Regardez, il est passé là, puis là, et ensuite là-bas. Par là? C'est ça.
On dirait qu'il marchait plus vite. Et il y a encore une autre série d'empreintes là. Un homme charpenté, sans doute âgé de plus de 50 ans. Il allait par là? Oui. On n'a pas parlé de celle-là. C'est vrai. Il s'agit d'une empreinte de femme. Et ça, c'est l'autre pied? Elle s'est avancée jusqu'ici avant d'aller par là. Sacrée foulée. Elle marchait vite. C'est pourquoi les empreintes sont espacées. Elle a peut-être glissé. Apparemment, elle portait quelque chose parce que ses talons se sont enfoncés dans le sol, comme sous l'effet d'une charge. Pour vous, la situation est claire? Ou elle vous paraît bizarre, comme dans l'autre grotte plus basse? Qu'est-ce que vous en dites? Tout est clair de notre point de vue. On distingue bien le parcours des différents individus. C'est intéressant que vous voyiez plusieurs séries d'empreintes. Ceux qui les ont étudiées avant n'en ont pas distingué autant. Quand ils se prononcent sur une empreinte, ils peuvent indiquer le sexe de l'individu et évaluer précisément son âge, à quelques années près. Ils ne reviennent jamais sur ce qu'ils ont dit quand on les questionne par la suite. Dès lors qu'ils affirment quelque chose, c'est qu'ils en sont sûrs. Ça correspond d'ailleurs à ce que nous avons appris en travaillant avec Megan Biseleux. Dans la langue des Jukuasi, il n'y a pas de mode pour exprimer l'incertitude. C'est oui ou non. Jamais peut-être. Surtout pas en matière d'empreinte. Chronologiquement, c'est la première série de traces. Laquelle? Celle-ci. C'était qui déjà? La jeune femme et le petit garçon. Ces deux-là, d'accord. Ensuite, l'homme de 35 ans. Et l'autre femme pour finir. Oui, c'est la dernière. On réécrit toute l'histoire. C'est un tournant pour nous. Le résultat est passionnant. Les travaux les plus anciens sur ces empreintes parlent d'un ou deux individus qui auraient marché dans cette grotte et peut-être effectué une danse rituelle. Les San nous disent qu'il s'agit en fait de 5 individus d'âge très variés qui n'allaient ni au même endroit ni à la même vitesse. Ça change tout. C'est une interprétation radicalement nouvelle de ce petit carré de sol du Peshmerl. Pour Andreas Pastors, l'étude du site archéologique ne fait que commencer. L'une des empreintes retrouvées à Peshmerl a fait la une de la presse à l'époque de sa découverte. Spectaculaire, elle a été reproduite sous la forme d'un moulage en plâtre. Les San affirment qu'il s'agit d'une empreinte de femme. C'est une révélation. Jusqu'à présent, la littérature scientifique ne recensait que le passage d'hommes et d'enfants dans les grottes. Désormais, des femmes adultes font à leur tour leur entrée dans le monde souterrain à l'ère glaciaire. À Peshmerl, les pisteurs ont en outre repéré 6 empreintes passées inaperçues jusque-là. Andreas Pastors va balayer la zone au scanner 3D pour procéder à un nouveau relevé. La copie en plâtre servira de référence pour contrôler la précision de cette technologie de pointe.
Ces empreintes ont été analysées à 2 reprises. Dans les 2 cas, on a commencé par réaliser des moulages pour effectuer ensuite des mesures. Il a donc fallu répandre de la silicone ou du plâtre sur l'empreinte originale au risque de l'abîmer. Maintenant, avec nos outils modernes, la copie se fait sans contact, puisque le scanner fonctionne même à distance. L'image 3D est un vrai progrès pour nous, qui permet de préserver l'objet d'origine. Grâce à cette méthode douce, l'archéologie évitera à l'avenir certaines erreurs du passé. La famille Bégoin, elle, a toujours veillé à protéger son patrimoine souterrain. Mais le matériel en caoutchouc avait le problème, c'est que ça durait 2 ou 3 ans, et puis il accrochait un rocher. Oui. Donc l'ère de ça est arrivée, et celui-là, il y a longtemps qu'on l'a. Ici, nous entrons dans toute cette partie qui s'appelle le Tuc de Doubert, qui est une vaste grotte qui fait 600 mètres de long, d'un parcours extrêmement difficile sous la colline. Il fallait donc que ces hommes aient une volonté extrêmement forte pour aller en rampant et en marchant à 4 pattes sous la terre, dans le noir absolu, bien sûr, avec pour tout éclairage que des petites lampes à suivre. Les Magdaléniens sont allés partout dans cette caverne. C'était des explorateurs nés, et tout se passe comme s'il fallait absolument aller au bout du possible, pour une raison sans doute spirituelle. Et puis, tout à fait ici au bout, c'est le miracle des bisons d'argile, qui sont une œuvre d'art absolument unique au monde. Et à côté de ces bisons, il y a cette salle des talons, très très mystérieuse, où ils ont fait une danse. Dans toute cette salle, nous avons à peu près plus de 200 talons et jamais un doigt de pied. Mais ça, nous le verrons tout à l'heure, et peut-être que nos amis San auront une réponse à cette question qui demeure à ce jour un mystère. C'est la dernière étape, et la plus délicate, de cette expérience archéologique inédite. Fidèle à ses principes, Robert Bégoin n'accepte que les scientifiques dans la grotte. Notre équipe de tournage ne pourra donc pas suivre ce final en apothéose. La grotte du Tuc de Doubert n'est pas facile d'accès. Il faut une petite embarcation et il faut pagayer. Ensuite, il faut se faufiler dans un rétrécissement baptisé la Chatière. C'est un endroit très important pour l'archéologie. En 1912, les explorateurs de la grotte ont débouché ce passage, qui était obturé par des concrétions, car ils voulaient aller plus loin. Ils étaient les premiers à l'emprunter, après un très long laps de temps. Et ils ont découvert un univers incroyable, un paysage intact, comme il n'en existe plus au dehors. La salle qui nous intéressait se trouve un peu plus loin. Depuis un siècle environ, les chercheurs essayaient de comprendre comment ces empreintes de pas étaient arrivées là. En quelques minutes, les San ont reconstitué un scénario tout à fait plausible à partir de nos hypothèses nébuleuses. Ils pensent qu'il s'agit de 2 personnes qui ont fait plusieurs allers et retours jusqu'à un point où ils prélevaient de l'argile. Les marques des talons sont de taille variable. Il doit y avoir un homme adulte et un jeune garçon. 2 individus. C'est ça. Quel âge avait l'enfant?
14 ans? Oui. L'homme, au vu des empreintes, il devait avoir 38 ans. Il est parti de là pour aller chercher de l'argile. On voit qu'il était chargé au retour. La marque des talons est plus enfoncée. Et la raison pour laquelle on voit très peu d'orteils, c'est parce que le sol était déjà en partie durci à cet endroit. L'homme a commencé par aller creuser un trou pour prélever de l'argile. On voit qu'il y est retourné. Il y a beaucoup d'empreintes par là. Ensuite, il a dû envoyer l'enfant, qui a fait 2 navettes. Regardez, ça c'est l'itinéraire du petit. L'enfant aussi, donc. Ils ont ensuite ménagé un passage qu'on voit très bien sur ce plan du site pour transporter l'argile jusqu'à l'emplacement des sculptures. Il est prouvé que les bisons ont été façonnés à partir de l'argile provenant de ce trou. Pour la première fois, un lien formel est établi entre ces empreintes et un chef-d'œuvre unique. C'est une clé pour mieux comprendre les pratiques de nos ancêtres préhistoriques. Robert Bégoin lui-même est convaincu. Du point de vue des archéologues, cette association inhabituelle de sciences modernes et de savoir-faire ancestral est une réussite. Et tant pis si elle met fin aux spéculations chères à la famille Bégoin. Il fallait pas que nourrisse. Belle grotte. Oh, les crabes. J'ai essayé pour voir si c'est vrai. Je répondrai à la personne qui m'a envoyé. Je répondrai à la personne qui m'a envoyé. Les scientifiques européens disposaient déjà de certaines informations. Nous sommes très contents qu'il nous ait fait venir ici pour leur apporter de nouveaux éléments. Par exemple, ils savent très bien dater l'âge des objets anciens grâce à leur technique de mesure. Mais ils n'avaient pas su dénombrer toutes les séries d'empreintes dans les grottes. Et ils ignoraient s'il s'agissait d'hommes ou de femmes, ou encore ce qu'ils faisaient sous terre. Nous avons pu leur donner des précisions à ce sujet, leur dire si ces individus transportaient une charge, ou à quelle vitesse ils marchaient, et quel était leur sexe. En réfléchissant tous ensemble, nous sommes parvenus à une interprétation beaucoup plus fiable. À mon retour au pays, je vais attendre le petit matin. C'est le moment où il fait froid et où tout le village se retrouve autour du feu. Je vais leur raconter qu'on est allé à la grotte de Gaob, où on a vu des animaux dessinés sur la pierre et des empreintes dans le sol. Puis, on est monté dans un avion pour aller à Francfort. Je leur dirai qu'une fois arrivés, on a pris le train le plus rapide qu'on puisse imaginer. Il roulait à 300 km/h et nous a conduits jusqu'ici, en France. Je leur raconterai aussi comment on lave les voitures dans ce pays. Et je leur décrirai les paysages qui sont tellement verts et tellement beaux, surtout quand il pleut.
Au terme de ce périple dans le temps et dans l'espace, il reste aux archéologues un travail énorme à accomplir pour exploiter les croquis et les enregistrements qu'ils ont rassemblés. Une fois de plus, la coopération intercontinentale s'avère fructueuse. Megan Biesele dirige un projet de longue haleine qui consiste à traduire en anglais les récits des San, après transcription sur un logiciel spécial. Les archéologues vont eux aussi pouvoir profiter de ces outils. Les relevés précis des propos des pisteurs permettront de mieux comprendre leur mode de travail et le cheminement de leurs pensées. En attendant, cette collaboration d'un nouveau genre a déjà permis des avancées non négligeables dans la connaissance de notre passé européen. Le plus important pour nous était de comprendre ce que faisaient ces hommes dans ces grottes. Et nous avons appris beaucoup de choses. C'était un gros point d'interrogation au départ. Sans le dire, on craignait d'être déçus. On avait un peu peur que ce grand projet ne débouche sur rien. Mais sur chaque site, les San ont mis leurs connaissances et leur savoir-faire à notre service en fonction du contexte et, à chaque fois, ils ont apporté des éléments décisifs. Nous avons exploré plusieurs grottes avec eux. On avait fini par supposer, un peu en désespoir de cause, que certaines d'entre elles étaient réservées à des danses rituelles. Cette hypothèse a été systématiquement démentie. À chaque fois, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'individus lambda qui se déplaçaient tout à fait normalement. Rien d'extraordinaire, en somme. C'est même tout le contraire, par comparaison avec l'éventualité de danses rituelles. Par ailleurs, sur de nombreux sites qui avaient déjà été explorés de fond en comble par des archéologues occidentaux, on a découvert de nouveaux vestiges. Pour chaque grotte, nous disposons donc de connaissances supplémentaires qui vont venir enrichir notre corpus scientifique.